La découverte de Gorée par les Européens date du XVe siècle. L'île fut tour à tour portugaise, hollandaise, anglaise et française. Et chacun des occupants se servait de l'île pour la vente des esclaves vers les Amériques. Et au dernier moment, c'est la France en 1857 qui occupa l'île et transféra sa capitale vers Dakar. Et Dakar devient maintenant le point de la pénétration coloniale. La ville fut capitale de l'Afrique occidentale française, de toute la pénétration coloniale. Et en 1960, à la proclamation de l'indépendance de la République du Sénégal, Dakar devient capitale du Sénégal. Ce qui paraît un peu anormal pour une ville comme Dakar, c'est qu'étant ou avoir été capitale de l'Afrique occidentale française, est devenue maintenant capitale de la République du Sénégal, qui ne groupe que 3,5 millions d'habitants, d'après les recensements, ce qui est d'ailleurs très difficile à contrôler. Paraît-il qu'il y a 30 000 Européens, d'autres disent 50 000. Mais il est difficile de dire exactement leur nombre. Mais nous qui habitons la ville, nous avons l'impression que leur nombre augmente de jour en jour. Seulement, ils ne sont plus peut-être plus colonialistes, mais ils sont devenus commerçants. Tout ce qui se consomme, tout ce qui se véhicule, en fait, tout ce qui est moderne n'est pas fabriqué sur place, nous est importé d'Europe. Et les Européens servent d'intermédiaires entre les grosses maisons européennes et leur présence ici. Pour réaliser des choses pour le gouvernement sénégalais. Uniquement pour le gouvernement sénégalais. En somme, un peu genre assistance technique, non? Ce n'est pas une assistance technique directe, puisque nous sommes rémunérés par l'administration sénégalaise sur la plupart des crédits, sur des crédits propres au Sénégal, c'est-à-dire fonds routiers. Est-ce que vous avez des cadres sénégalais dans votre entreprise? Nous n'en sommes pas au stade de cadres sénégalais, mais nous avons jusqu'à l'échelon adjoint technique sénégalais. Est-ce que votre entreprise prévoit de la formation des cadres? Nous prévoyons la formation des cadres. Si vous voulez, une preuve, c'est que nous étions encore en 1965 24 Européens et que nous ne sommes plus maintenant, actuellement, que 7 Européens. Nous recherchons déjà depuis 4 ans si vous voulez, des cadres sénégalais, c'est-à-dire des ingénieurs sénégalais, ou peut-être même pas des ingénieurs sénégalais, mais des agents techniques sénégalais valables dans la profession. C'est pratiquement impossible à trouver. Nous serons obligés de les former, mais il faudrait pouvoir les former avec l'aide d'une assistance technique, c'est-à-dire une école comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, de créer une école technique. Les instituts universitaires technologiques qui sont en train de se créer au Sénégal en ce moment, d'ailleurs. Mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, par opposition, justement, avec mon bon ami M. Bourne, j'appartiens au service d'assistance technique internationale, précisément. Ah bon? Je suis docteur vétérinaire de profession et je m'occupe d'un programme de prophylaxie sanitaire de lutte contre les maladies contagieuses du bétail à l'échelle de l'Ouest Afrique, c'est-à-dire du Tchad à Dakar, pays anglophone compris. Et nous avons des équipes internationales composées soit de vétérinaires expatriés venant d'Europe ou tous des États-Unis. C'est financé par l'aide internationale, aussi bien l'aide américaine que l'aide du marché commun européen, l'aide britannique, enfin le Fonds spécial des Nations Unies, etc. Et là, nous employons énormément d'agents africains à tous les échelons, aussi bien depuis les docteurs vétérinaires, si vous voulez, dans ma spécialité, jusqu'à l'infirmier de base, au vaccinateur. Et là, nous avons, nous, un contact extrêmement étroit avec les populations d'éleveurs, puisque dans notre profession, nous sommes toujours, nous, en brousse. Est-ce que vous avez des amis sénégalaises? J'ai beaucoup d'amis sénégalaises, oui. Il faut dire que nous habitons un quartier à Dakar qui s'appelle la SICAP. Et la SICAP est presque exclusivement habitée par des Africains, ce qui favorise vraiment les rapports entre voisins et ce qui nous permet de lier connaissance avec pas mal de monde. Est-ce qu'il vous est arrivé, madame, d'inviter des Sénégalaises
non seulement d'inviter, mais d'être reçu, parce qu'au Sénégal, on se reçoit beaucoup. Vous savez que pour un baptême, quand quelqu'un a un enfant, on réunit toutes les voisines et chacun participe à la confection des beignets, entre autres. Et bien, ma foi, il m'arrive très souvent d'aller aider mes voisines à faire des beignets. Le président Senghor veut donner à Dakar quand même son prestige international. Je pense qu'il voudrait que Dakar soit quand même le lieu de rencontre de tous les intellectuels du tiers-monde. Il ne se passe pas une semaine où il n'y a pas de réception, de rencontre. Le Conseil national du parti se réunit une fois par an. Et le pays est dominé par un seul parti politique dont le président Senghor est le secrétaire général du parti. Le président Léopold Sédar Senghor. Trop de mesures sont prises qui n'ont pas été auparavant discutées et qui partant se révèlent inapplicables dans les faits. Ces faits ne font au demeurant que confirmer les principes de la démocratie. Bien sûr, il n'y a pas de démocratie sans parlement ni gouvernement issu d'élections libres. Cependant, il n'y a pas non plus de démocratie sans compte rendu régulier des élus, ni discussion à l'intérieur et à l'extérieur du parti dominant, osons le dire, sans possibilité permanente de contestation, mais pour déboucher sur l'action. L'idée des dirigeants actuels, c'est de faire Dakar cette métropole de l'intelligentsia noire. En somme, ils veulent que Dakar devienne le creuset de la rencontre des deux races, de l'Europe et de l'Afrique. Et maintenant même, on vient d'associer l'Amérique latine. Bon voyage. Bon voyage, président. La population dakaroise, si vous voulez, augmente un chiffre mais tellement galopant qu'il est difficile. D'autres disent 7-8% par an. Mais le phénomène n'est pas tant le nombre, c'est la fuite quand même des paysans vers la ville, attirés par la ville. Comme le paysan n'a comme revenu annuel de 25 à 27 000 francs par an, s'il doit payer l'impôt, nourrir sa famille, payer les frais d'hospitalisation, il n'a plus de quoi vivre. Donc pour lui, il y va de son intérêt, même égoïste, d'aller vers la ville. La ville, c'est un inconnu, il n'a plus de charges à payer, il est ignoré, et tout le monde l'ignore. Il mène une vie errante, doissif si vous voulez, mais en somme, il est plus libre.
quand ils viennent en ville, ils se regroupent d'abord dans les quartiers indigènes, ce qu'on appelle la Médina. Il n'y a plus de quartier européen, mais ce qu'on appelle toujours le quartier indigène. Donc, en majorité, c'est habité par les autochtones. Il y a la Médina, il y a Baïgaïndé, Wahinan, et énormément de petits quartiers comme ça qui sont nés du jour au lendemain, sans qu'on puisse savoir comment les gens se sont installés. Ils occupent les terrains, il y avait un cousin qui occupait les terrains au départ, et petit à petit ils se sont regroupés. Le phénomène du chômage à Dakar s'aggrave de jour en jour. Parce que aussi, il faut revenir un peu en arrière. Quand Dakar était capitale de l'Afrique française, enfin de toutes les positions françaises, le Sénégal avait des arrières, ce qu'on appelle sur le plan économique, des débouchés vers la Guinée, le Mali, la Haute-Volta, la Mauritanie. De ce fait, le port, par exemple, employait énormément de la main-d'œuvre. Énormément de gens trouvaient du travail. Mais depuis l'indépendance, tous ces pays se sont repliés sur eux, comme Dakar aussi, comme le Sénégal s'est replié sur lui-même. Alors le port, en somme, actuellement, est quasi désert. Donc le chômage est devenu quand même quelque chose de chronique pour les débardeurs. Alors ils sont là tous les matins, ils attendent et ils attendent. C'est l'espoir de trouver du travail, je pense. Et aussi le refus de vraiment rester à la maison, le refus fatal de dire que je ne trouverai rien. Les gens viennent tous les matins pour trouver du travail. C'est comme ces femmes qui, toute la journée, sont là assises à attendre d'être embauchées à raison de 50 francs de l'heure, soit pour décortiquer des crevettes ou pour nettoyer du poisson, et qui sont là toute la journée comme l'image est peut-être désagréable, comme des vautours attendent quand même, c'est les cadavres, vous voyez, c'est toujours ça, on attend. Et on voit ça chez les ouvriers de bâtiments. Par exemple, je vous donne une scène typique. L'ouvrier était là, assis, l'autre est au 3e étage et je les entendais discuter. Tu ne trouves pas de travail? Il dit, ben, je vais attendre. L'autre lui dit en présent, tu attends qu'il tombe? Il dit, ben, s'il tombe, je prends sa place. Vous voyez donc, ils sont là, ils attendent devant, dans l'espoir, soit il y a un ou une qu'on peut remplacer, mais on est toujours là à attendre. Le problème du chômage, quand même, est très inquiétant, parce qu'il est difficile de savoir leur nombre. Enfin, le bureau de la main-d'œuvre déclare qu'il a quand même 50 000 chômeurs inscrits. C'est-à-dire qu'il faut savoir, est-ce que ces 50 000 sont des gens qui ont des métiers ou des gens sans profession? Et sans parler de ceux qui n'ont jamais été au bureau de la main-d'œuvre ou se faire inscrire. Quand on pense que la majorité des femmes n'ont pas de métier ou de travail, alors nous constatons quand même que c'est un phénomène très effrayant. Vous voulez vous inscrire comme chauffeur? Oui. Chauffeur de quoi? Transport en commun. Transport en commun. Il y a combien d'années vous avez votre permis de conduire? Depuis 46. Depuis 46? Oui. Quel âge avez-vous? C'est-à-dire 36 ans. 36. Et vous avez combien d'enfants?
Ça fait 12. 12. Oui. Et combien de femmes? 2. 2. Oui. Et combien de temps vous ne travaillez pas? Depuis 64. Depuis 64. Oui. Et de quoi vivez-vous avec vos femmes et vos enfants? Ah, c'est la famille. Comment la famille? Expliquez-nous. Chaque fois, madame Tikene, Il faut parler en français. alors, une fois que j'allais voir le copain qui travaille, j'allais lui rendre la visite. Il me donne quelque chose pour aller donner les enfants. Vous donnez les enfants. Oui. Mais cette médaille-là que vous portez, c'est quoi? Ça, c'est la médaille des militaires. De quelle armée? C'est l'armée sénégalaise, l'armée française. Ça fait 11 ans, non, ça fait 10 ans l'armée française. 10 ans. 10 ans l'armée française, ça fait 5 ans l'armée sénégalaise, c'était par la limite d'âge. Ah bon, mais vous avez donc une pension? Rien. Vous n'avez pas 10 ans de service militaire et vous n'avez pas de pension? Je n'ai pas de pension, je n'ai rien. Qu'est-ce que vous pensez faire de lui? Je pense d'abord procéder à son inscription. Oui. Et puis après son inscription, je lui demanderai qu'il passe de temps en temps me voir pour demander éventuellement si on avait des possibilités à procéder à son placement. Et combien de chances il y a pour trouver du travail dans 15 jours, dans 2 mois, dans un an? Ça, je ne peux pas le préciser. Tout dépend des employeurs. S'ils ne nous envoient pas des offres d'emploi, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Avec ces tous, est-ce qu'il a le droit à l'allocation familiale? Malheureusement, non, parce qu'il n'a jamais exercé une activité professionnelle. Il vient de quitter l'armée. S'il avait au moins travaillé quelque part pendant 1 an, au minimum, là, il aura droit aux prestations familiales. Mais comme il n'a jamais travaillé, c'est pour la première fois qu'il vient se faire inscrire comme demandeur d'emploi, il n'a pas encore le droit aux prestations familiales. Et l'allocation du chômage lui-même? Il n'a pas le droit non plus à l'allocation du chômage? L'allocation de chômage, oui, il n'en a pas droit puisque ça n'a pas été institué. Au Sénégal, ce n'est pas institué encore? Non. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai reçu une convocation du service de la main-d'œuvre. Vous avez reçu une convocation? Du service de la main-d'œuvre. Une convocation de quoi? Je suppose que j'avais demandé du travail. Je suis venu m'inscrire ici il y a quelques 6 mois. Comme qualification, qu'est-ce que vous avez? J'ai une licence en sciences économiques. Quoi? Une licence en sciences économiques. Une licence en sciences économiques. Et vous chômez? Oui, je chôme. Il y a combien de mois que vous chômez? Bientôt 6 mois. 6 mois? Il y a combien de temps vous chômez? Oh, il y a presque 2 ans que je chôme. Mais vous avez combien de femmes? Je ne suis pas marié. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. 28 ans. Vous n'avez pas d'enfants? Non. Bon. Alors de quoi vivez-vous? Je vis au dépend des parents. Comment des parents? Des frères, des oncles, des Mais est-ce que les parents peuvent satisfaire à vos besoins? Pas tellement. Alors j'ai tout juste, à certains moments, venir en aide. Et vous espérez trouver du travail? Depuis quand vous êtes venu au bureau? Depuis combien de mois? Il y a presque 2 ans que je suis là. Vous venez tout le temps? Tout le temps. Et vous n'avez pas d'allocation de chômage? Non. Alors rien du tout? Rien. Et comment vivent vos parents? J'ai de leur maigre salaire. Quel âge tu as? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait l'enseignement technique. L'enseignement technique où? Au lycée de la Fosse. Lycée de la Fosse. Ouais. Combien de temps? Pendant 7 ans. 7 ans. Et qu'est-ce que tu es maintenant comme profession? Qu'est-ce que tu as? J'ai mon brevet de technicien. De technicien de quoi? La fabrication mécanique. La fabrication mécanique. Quel genre? Outillage ou... Non, machine-outil. Machine-outil. Machine-outil, oui. Tour, fraisage, rabotage, agitage. Et depuis combien de mois tu es sorti de... Ça fait à peu près 3 mois. 3 mois tu es sorti? Oui, depuis octobre. Et tu n'as pas trouvé du travail? Non, non. J'ai fait également le lycée technique Maurice de la Fosse, section économique. Sciences économiques? Oui, section économique? Oui, oui. Ben, il y a combien de temps vous êtes sorti? Ça fait tout juste 3 mois comme mes camarades. Mais alors, pour ayant choisi quand même l'économie, pensez-vous trouver du travail? Enfin, je le pensais. Mais actuellement, je suis un peu pessimiste. Mais qu'est-ce que vous a fait choisir l'économie? Oui. Oui, j'ai choisi en fonction moi aussi de mes aptitudes, mais aussi on nous chantait toujours que le pays avait besoin de cadres en économie et que la sénégalisation n'allait pas tarder à se faire.
dans le domaine de l'économie. Alors, on pensait donc, puisque pratiquement il y avait, enfin, on considérait du moins à notre niveau qu'il y avait beaucoup plus de bacheliers que de techniciens. Les pêcheurs sont attendus par leurs confrères qui n'ont pas travaillé ou qui chôment et qui les aident à monter les barques. Et après cet effort, chaque travailleur bénévole a droit à un poisson. Souvent, si le pêcheur n'a pas fait fortune, il donne un lot de poissons au groupe. Mais c'est une tradition immuable qui reste quand même valable jusqu'à nos jours. En fait, si on ne travaille pas, on a son lot de poissons dans la journée. Si on participe au travail collectif, bien entendu. Les petits métiers ici, tout est petit métier. Tant que ça permet de gagner de l'argent, c'est un petit métier. Vendre des lunettes, vendre des cigarettes, commencer le matin de 6 h jusqu'à minuit, 2 h du matin. Parce que même si c'est une vente illicite, parce que toutes les marchandises sont introduites au Sénégal d'une manière frauduleuse. Alors, où ces gens se procurent-ils de cette marchandise, il est difficile à dire. Mais à partir de ce moment-là, ça leur donne un petit métier. À telle enseigne que, actuellement, l'inquiétude du gouvernement, c'est de freiner cette hémorragie. Parce que ça s'élève sur des milliards. Mais est-ce qu'il pourra freiner cela? Parce que le jour où ces milliers de gens, garçons, filles ou hommes, cesseront de faire ce métier, de quoi vont-ils vivre? De quoi vont-ils vivre leur famille? Parce qu'ils apportent au moins 100 francs CFA par jour, au moins. Alors c'est ça, parce que ça permet de vivre. Pour un chômeur qui n'a pas travaillé pendant 6 mois, 8 mois, 2 ans, mais il s'y trouve l'occasion de vendre des choses illicites, il est obligé quand même de gagner sa vie. En soi-même, il n'est pas malhonnête, mais c'est la situation qui l'oblige à se comporter de cette façon. Il y a des gens qui vendent des soutiens-gorge, des paires de chaussettes. En fait, tout ce qu'il peut apporter quand même, pour ici, est un petit métier qu'on appelle les banabana, des acheteurs et revendeurs, c'est tout. Monsieur de France, La religion principale du pays, c'est la religion musulmane qui est 70 ou 80% de la population, nous pensons. Mais il y a un phénomène ici, la religion ne pose pas de problème pour nous au Sénégal. Parce que dans chaque famille, il y a un catholique, ou dans une famille de catholiques, il y a un ou deux musulmans. Souvent d'ailleurs, le mariage se font entre musulmans et catholiques, et des catholiques qui deviennent musulmans. Et même des catholiques qui pratiquent et qui sont polygames au vu, au su de tout le monde.
qui pour nous, ça ne pose pas du tout un problème. Et l'église, ni les mosquées, n'y peuvent absolument rien. Il s'appelle Mbaye Diop. Il a 8 ans. Son professeur s'appelle Thierno Alassane Mbaye. Il m'a dit. Alors, son rêve, c'est de devenir un agent de police. Alors comme ça, on ne pourra pas l'arrêter. Mais il n'explique pas pourquoi on ne pourra pas l'arrêter, parce que devenir agent de police, c'est signe quand même de puissance pour lui. Et comme tous les vendredis, il doit rapporter 25 francs à son professeur, alors ça lui donne des motivations quand même toutes craintives. Alors c'est ça son drame. C'est la première fois qu'on voit un jeune ambitionner d'être agent de police, bien que pour se protéger soi-même et non pas protéger la société. Qu'est-ce que tu apprends ici dans cette école? Je fais la mécanique générale. Pour devenir quoi? Enfin, je ne sais pas, parce que les débouchés de l'enseignement technique... Non, mais je demande, tu apprends pour devenir quoi? Je veux devenir ingénieur. Ingénieur? Ingénieur quoi? Ingénieur de mécanique générale. Mécanique. Ouais. Ça veut dire après, si alors j'ai réussi à avoir le BT, puisque j'ai lu dans les journaux qu'on pouvait partir en France avec l'aide de l'INSA. Oui, ah bon. Tu espères? Oui. Bon, en attendant. Donc, vous voulez continuer vos études, vous ne voulez pas vous arrêter? Non, actuellement, je ne veux pas m'arrêter parce que je suis très jeune encore. Encore jeune. Et au cas où tu n'aurais pas la bourse, qu'est-ce que tu ferais? Là, je vais chercher à travailler parce que j'ai des parents en Mauritanie qui sont pas mal. Alors, je vais essayer avec mon beau-frère qui se trouve là-bas. Travailler comme quoi? De travailler dans les mines de Zouérat. Tu as une chance de trouver un débouché là-bas? Je crois bien parce que... Bon. Yo, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adramé Thiam. Adramé Thiam, qu'est-ce que vous faites? Je fais la mécanique générale. Mécanique générale aussi. Pour devenir? Enfin, je voulais être comme lui aussi, devenir ingénieur. Ingénieur. Donc, vous voulez tous devenir des ingénieurs? Oui. Si possible. Ça dépend. C'est le but. Je veux devenir plus tard ouvrier, peut-être dans une entreprise. Dès que j'aurai le BT, je ne chercherai pas à continuer mes études, mais je vais essayer de travailler. Parce que déjà, j'ai 22 ans. Il y a eu 37 reçus au BT. Et... Il y a 10 qui continuent. Il y en a 10 qui sont à l'Institut technologique de l'université. Ah, qui ont obtenu une bourse alors du gouvernement. Oui. Et les autres? Les autres qui étaient à l'université d'abord. Oui. Ils étaient à l'université parce qu'il y avait un décret, paraît-il, qui disait que les élèves ayant le BT pouvaient rester à la faculté de sciences. Ils sont restés là quelque temps. Un autre décret est venu par la suite, dire que les élèves ayant le BT ne pourront pas rester. Alors il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines de cela qu'ils ont été évacués de l'université. Alors donc ils sont dans la rue? Donc ils sont dans la rue. Moi je crois que les techniciens au Sénégal sont vraiment mal vus, quoi. Pourquoi mal vus par qui? C'est qu'ils sont formés. Moi, je trouve que quand un pays forme des personnes, c'est pour les utiliser. Et actuellement, je crois que
le Sénégal, l'enseignement technique au Sénégal est en avance sur le développement. Parce qu'ils forment des techniciens sans pouvoir les utiliser. Mademoiselle Valfroy, comment on écoute le client? On écoute le client en le regardant. Oui, on écoute avec ses yeux. Oui. Oui, ça semble drôle, mais c'est comme ça quand même, on écoute avec ses yeux. Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui c'est encore, Madame Faye? Ou plutôt là, Mademoiselle, Madame Dire, qui ne dit pas sur grand-chose, alors. D'une façon, on l'écoute d'une façon générale, Oui. en regardant son visage, Oui. son caractère. Son caractère, on dit peut voir comment il est. Puis on l'écoute encore quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que écouter, ça signifie de lui couper la parole comme ça ou bien quoi? Qu'est-ce qu'on fait là, madame? En approuvant ce qu'il dit. On est oui, pour lui donner l'impression. Et lui demander des détails. Lui demander des détails, lui essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis ne pas l'interrompre et Oui. poser des questions. C'est ça. Tout ça pour savoir Son mobile d'achat. son mobile d'achat, c'est bon. Bon, alors maintenant, on observe le client. Qu'est-ce que ça s'appelle observer le client? Mademoiselle Thiam, par exemple. Observer un client, c'est-à-dire l'écouter, Oui. Voir ce qu'il fait, Oui. s'il gesticule. ses gestes, sa parole, sa façon d'être. Comment? Son sourire, dit très justement Mademoiselle Diop. Il faut voir s'il sourit ou s'il ne sourit pas. L'expression de son visage. L'expression de son visage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut lire sur l'expression de son visage du client? C'est sur son visage pour savoir si le client approuve ce que l'on dit ou bien non. Bien sûr. Si vous lui dites, par exemple, ça vaut 10 000 francs, il fait... Eh ben, on n'y allait pas de main morte, il dit, hein. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez tout de suite, s'il fait ce visage-là? Tout de suite que le client ne s'intéresse pas. 15 par an ou par 6 mois, ça ne donne pas du travail à la majorité de nos jeunes filles. Et dans peut-être 1 an ou 2 ans, tenant compte même de possibilités d'embauche, le marché va être saturé. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose d'avenir pour nous, c'est pas un problème d'avenir, la formation de ces vendeuses. Tandis que la pêche, c'est très important, la côte est très poissonneuse. Mais est-ce que ces jeunes auront aussi demain les possibilités de rentrer en concurrence avec les pêcheurs étrangers qui viennent pêcher sur nos côtes? Par exemple, nous avons ici des Espagnols, des Suédois, des Bretons, des Français, des Anglais qui viennent pêcher ici. Et nous n'avons pas de débouchés aussi pour nos poissons. Tournez lentement là-bas, c'est un peu trop rapide. C'est bien, mais ça peut quand même faire mieux. Hein? Il est difficile exactement de dire combien il y a d'habitants à Piquet. On dit 150 000 habitants, c'est difficile. Parce qu'il faut savoir que dans une famille, lorsque la direction des impôts ou n'importe quel service veut faire un recensement, on ne lui donne jamais le nombre exact. Parce que si jamais il donne le nombre exact, il paye l'impôt par tête de pile. Ce n'est pas en fonction des chambres, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui déclare, j'ai dit bonhomme, il a dit bonhomme. S'il a 15, il donne 10,
Comme ça, au cas où il aurait payé l'impôt, il ne paierait que pour les 10, mais il ne paierait jamais pour les 5 autres. La nourriture ici, quand même, c'est le riz à base, le riz. Parce que c'est que nous avons de moins cher. Du riz au poisson, du riz avec de la sauce de cacahuète, parfois on mélange, ou des fois avec la viande ou avec du poisson. Mais en fait, c'est le riz. C'est tout un drame, le problème du riz, parce que le riz, alors, est cher. Le riz est très cher. Mais c'est le seul aliment qu'on trouve qui est plus économique. Parce que avec 1 kilo de riz, je pense que les femmes arrivent à nourrir 6 à 7 personnes. Le sac de 5 kilos est à 5 000 francs CFA. Et en moyenne, je pense que cette famille doit consommer 2 sacs par mois. S'ils font 2 repas par jour. J'ai dit s'ils font 2 repas par jour. Donc le riz est ce que nous avons de moins cher. Ici, le mariage a pour base, que ce soit pour le catholique, pour le musulman, de faire des gosses. D'ailleurs, prenons un exemple. Un jeune couple qui se marie, ici, au bout d'1 an, ils n'ont pas de gosses, mais c'est un drame. Non pas au niveau du couple, mais au niveau des 2 familles. Parce que chacun défend son grain. Ou c'est mon fils, ou c'est ma fille. Alors donc ça devient un drame pour nous. Vous voyez, donc le problème le plus important ici pour nous actuellement, ce n'est pas la suppression de la polygamie, mais plutôt d'arriver à faire ou à limiter les naissances. Et ça, nous ne savons pas comment nous allons aborder le problème, parce que la majorité de la population du Sénégal est jeune. La majorité, sur 3,5 millions, nous comptons plus de 1,8 million de jeunes et à qui nous ne sommes pas sûrs d'assurer un avenir.